tu m'entends, Jean-Yves? Ouais, je t'entends. Hihi. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça fait longtemps. Ah ouais, hein, ça fait très longtemps, hein. Ouais. Ah ouais. Bah écoute, bienvenue dans Super Coaching Podcast. Yes, merci. Tu vas être celui qui va faire le baptême de ce podcast. Avec plaisir. Et du coup, comment tu vas déjà? Bah ça va, super. La rentrée sur les chapeaux de... C'est explosif. Je crois que c'est le mot que l'on peut donner à cette rentrée dans tous les sens du terme. Je te jure. 30 degrés au mois d'octobre, ça a été... En tout cas, c'est les 4 saisons chaque jour, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est un rythme spécial, quoi. En fait, c'est le changement de rythme entre l'été et la rentrée qui est particulier, quoi. Ouais. Et puis surtout, là, il fait encore chaud, quoi. C'est ça qui est, voilà, exactement, qui est assez particulier. On est entre les deux, quoi. On est entre deux saisons, entre deux rythmes, entre deux... Mais moi, j'aime bien l'entre-deux, donc ça va. Bon. On est justement là pour parler de l'entre-deux. Ça tombe bien. Puisque ce podcast, je le dédie justement à toutes les personnes qui font 10 000 choses en même temps, qui sont heureux de le faire en plus. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter, parce que dans ton genre, tu es pas mal. Du coup, je te propose de te présenter à notre auditoire, afin qu'on sache qui est Jean-Yves Bourguin, ou Samba Yoropoulo. Ouais, enchanté, Jean-Yves Bourguin, alias Passeur de Silence. Je suis j'ai grandi à l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Je suis enseignant, je suis formateur, je suis slameur. Là, je prépare un bouquin également de poèmes en prose, on en reparlera. Tout à fait. Voilà, je suis père de famille, je suis mari, je suis fils, je suis frère, je suis ami. Voilà, je suis beaucoup de choses. Mais voilà, on va dire que je suis un artiste dans différents domaines, quoi. Voilà. Et tu transmets aussi des connaissances en tant que prof d'histoire géo. Voilà, professeur d'histoire-géographie en collège. À côté de ça, j'anime des ateliers d'écriture, d'éloquence. On met en place des spectacles, on publie des bouquins avec plusieurs publics. Ça peut être dans des écoles primaires, ça peut être dans des collèges, ça peut être dans des structures pour publics en situation de handicap, ça peut être... c'est dans toutes ces structures-là. C'est également à la protection judiciaire de la jeunesse, c'est au SPIP, donc pour la réinsertion. Donc il peut y avoir vraiment des publics très variés, des enfants jusqu'aux adultes. Et le point commun entre tous ces ateliers, c'est la passion pour les mots. D'accord, donc tu es un poète, donc. On essaye. Et justement, effectivement, tu vas sortir, tu sors, puisque... Voilà. C'est l'impression, là, tout à l'heure, j'étais en ligne avec l'imprimerie et j'étais tout fébrile comme ça. Je leur demandais alors, on en est où? La couverture est magnifique, là. Parce qu'ils ont utilisé une pellicule spéciale, tout ça. Donc, là, je l'attends, quoi. Ils m'ont dit peut-être demain, mais a priori lundi, je les récupérerai. Voilà, je suis comme un fou, là, j'attends. Ouais, c'est un de nos péchés mignons quand on publie un livre, c'est cette petite fébrilité, effectivement, avant la sortie du livre. Donc, dis-nous en plus sur la sortie de ce livre. Alors, c'est un livre, donc un recueil de poèmes en prose qui s'appelle On est ensemble et qui est écrit qui est illustré par Louise Hart, qui est une photographe de génie que j'adore et qui photographie beaucoup les luttes sociales, beaucoup les personnes qui sont en marge. Donc elle a beaucoup photographié les hôpitaux pendant le Covid, elle a beaucoup photographié les EHPAD, elle revient de Lampedusa où elle était avec une association de pilotes volontaires. C'est vraiment une artiste qui a à cœur de mettre la lumière sur toutes les personnes, tous les oubliés des médias et toutes les personnes soit dont on parle pas, soit dont on parle mal dans les médias. Et elle en fait des sujets esthétiques magnifiques. Et donc c'est vraiment très, très tout le temps son travail.
parce qu'il y a toujours un mélange de beauté et de nostalgie. Et du coup, moi, mes textes, en fait, le thème qui relie tous ces textes, c'est comment trouver la paix dans une société injuste. Donc, c'est un mélange d'engagement et d'apaisement. C'est vraiment, on est encore dans l'entre-deux, hein, entre un sentiment de révolte et de combat nécessaire face à un certain nombre d'inégalités, d'injustices qui nous laissent. Et d'un autre côté, la nécessité de trouver la paix, de construire, de fabriquer d'ouvrir des possibles et de pas être dans une énergie négative, mais plutôt dans la création, dans le, comment dire, la beauté, quoi. Donc, suivre une voie de beauté et de bonheur, quoi. Donc, trouver le bonheur dans un contexte un peu crispé. Voilà, c'est un peu le défi, quoi. Si tu veux, bon, là, je l'ai sous les yeux, je peux te lire la quatrième de couve. C'est vraiment juste très court. C'est un petit résumé qui résume le bouquin. On t'écoute. On est ensemble. On grandit avec une prison dans la tête, empêché d'exister, écorché, à traquer le sens comme des morts de faim, agité par cette rage indescriptible qu'on puise dans la frustration et la rencontre du mépris. Cette rage, on apprend à la transformer en carburant pour pas plier, pas tomber, pas renoncer. On se tape pour assurer le minimum vital alors qu'on l'a déjà. On flippe de tout perdre alors qu'on possède rien. On se laisse pas couler par la morosité ambiante, même si on en a marre du marasme. On court après la stabilité, on s'accroche à l'espoir comme jamais. On lutte autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est la guerre spirituelle sur tous les fronts. À force de combattre, on s'apaise. On apprend à aimer ce qui nous dépasse. On a grandi, chacun a fait son bout de chemin, et aujourd'hui on se reconnaît même si on s'est jamais vu. On s'excusera jamais d'être qui on est. On sacrifiera pas nos enfants. On ira chercher la vibe là où elle se cache. Resplendissons en famille. On est ensemble. On est ensemble, effectivement, oui, on est ensemble quoi qu'il arrive. Mais du coup, merci pour ce partage. C'est pas un hasard si je t'ai invité aujourd'hui, 20 octobre, puisque aujourd'hui c'est la sortie de ce livre, mais c'est également l'anniversaire malheureux de la mort de Samuel Paty. Alors toi, justement, en tant que prof d'histoire géo en première ligne, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu quand c'est arrivé? Qu'est-ce que tu t'en rappelles aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de transmettre ou pas? Est-ce que ça te parle encore aujourd'hui? Tu étais à Dakar à ce moment-là? Ouais. Parce que j'ai des liens avec Dakar depuis 15 ans maintenant. J'ai vécu un petit peu là-bas, c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme. Et donc on y retourne régulièrement et il se trouve que à ce moment-là, en tout cas c'était des vacances, si je me souviens bien, les vacances de la Toussaint. Et on avait passé les vacances de la Toussaint à Dakar. Donc j'ai reçu un petit peu cette nouvelle dans un contexte très différent de la France. Et aussi, donc j'avais à la fois, voilà, on est frappé d'effroi, de stupeur face à cet événement. Et en même temps, comme j'étais à l'étranger dans un contexte carrément différent, j'ai pas reçu, je pense, l'information avec avec le même écho que si j'avais été en France, si j'avais été, voilà, au cœur de l'actualité française. Donc, j'ai reçu cette nouvelle et surtout tous les débats et les débats un peu, enfin les tensions qui se sont déclenchées après cet événement, ce drame. Je les ai reçus avec une pointe d'amertume, quoi, une sorte de, euh, de dépit, plus que de révolte, parce que ça me semblait tellement, comment dire, absurde. Absurde, ouais. Absurde qu'au final, j'étais ouais, plus dépité que en colère. Et du coup, je me frottais aux gens qui étaient en colère et qui parfois par colère en venaient à faire des amalgames et des raccourcis qui du coup ne me convenaient pas. Donc j'en suis venu parfois à débattre avec des gens qui étaient
dans des discours à l'emporte-pièce et qui du coup mélangeait un peu tout et voilà. Donc j'ai ces souvenirs de débats un peu, mais qui était un peu la suite de cet événement trouble, quoi. Et du coup, ça a ajouté au trouble. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ta pratique après ça, ou est-ce que non? Depuis que j'enseigne l'histoire géo, j'enseigne la laïcité. En l'occurrence, parce que c'était tout un débat autour de la notion de laïcité et de son enseignement. Et ben, je pense que c'est un sujet vraiment important et je pense que c'est surtout important de connaître toutes les définitions de la laïcité. Il y a un sociologue qui s'appelle Jean Bobéro qui a écrit un livre sur les 7 définitions de la laïcité. Souvent, quand on entend laïcité, on n'a qu'une seule définition en tête. Il y a plein de façons d'aborder la laïcité, il y a plein de sensibilités qui se mélangent et du coup, c'est dommage de réduire le spectre à une seule compréhension parce que ça réduit la possibilité d'expression, ça réduit la réflexion, ça réduit la tolérance et ça réduit le vivre ensemble au final. Donc, à la base, la laïcité, elle a été créée pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Et là, on a l'impression aujourd'hui que la laïcité, elle sert à imiter un modèle unique et que si on n'est pas dans ce modèle unique, on n'est pas, on n'est pas le bienvenu ou bien on n'est pas comme il faut, quoi. Alors que justement, la base de la laïcité, c'est qu'il n'y a personne qui est comme il faut parce que être comme il faut, ça n'existe pas en fait. C'est que c'est une norme un peu imaginaire, quoi. Donc voilà, être comme il faut, c'est simplement respecter l'autre et se respecter et voilà, c'est la base. Tout à fait, tout à fait. Et alors, dans ton livre qui va sortir, donc qui sort aujourd'hui, qu'est-ce que tu as choisi comme thème de ce On est ensemble? Excuse-moi. Alors, du coup, là, il faut dire, parce que là, j'avais du mal avec les dates. Je dis que j'ai eu l'imprimerie tout à l'heure, j'ai dit que ça sort maintenant. On est perdu. On est en enregistrement et la sortie là. Laisse. Ok, voilà, On navigue entre les eaux du présent, du futur. Et aussi du passé, là on mélange. Et puis il y a une chose, hein, c'est que les événements s'enchaînent tellement vite. C'est vrai. Que tu sais plus trop finalement ce que tu vis, ce que tu as vécu, ce que tu vas vivre. Donc c'est pas grave, écoute. Non, Chacun prendra ce qu'il a envie de prendre. Je reviens à ta question qui était quel thème j'ai choisi, c'est ça? Voilà, dans le livre qui sort aujourd'hui. Voilà. Alors en fait, ce livre, il se compose de 3 parties. 3 parties thématiques. La première, elle s'appelle Même constat, même combat. Et elle commence par décrire un petit peu le monde un peu à l'envers dans lequel on a grandi, un monde justement teinté marqué par ces fractures sociales et ces comment dire toutes ces ces toutes ces comment dire C'est un peu de la déshumanisation. oui, C'est un. c'est à l'extrême C'est un. qu'on a pu comment dire voir à la fois là où on a grandi et aussi en quittant et en voyant que c'est pas la même chose partout et que ce qu'on prenait pour de la normalité en fait c'était de l'exception à l'échelle de la société et en fait on croyait que dans tous les collèges le jeu dans la course c'était le petit pont massacreur, on croyait que dans tous les collèges il y avait des bagarres chaque jour. On croyait que le fait de voir plein de gens aller en prison ou en hôpital psychiatrique, c'était la norme. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un contexte quand même particulier et que c'était pas quelque chose de banal. Ouais. Et donc ça c'est quelque chose qui nous a conditionnés aussi à avoir des attitudes et avoir des réflexes et peut-être une mentalité particulière, mais en même temps un esprit de combativité, un esprit de résistance et de force quoi, qui nous a forgé. Donc ça c'est un petit peu le thème de la première partie, d'être un peu spectateur d'un monde
dont on se sent étranger, mais en même temps qui nous a fait tel qu'on est. Donc ça, c'est un peu la première partie. La deuxième partie, c'est une partie qui s'appelle Même quête, même voix. Donc en gros, c'est comment, à partir d'un contexte un peu comme ça tendu, on arrive à chercher du sens et à chercher justement l'apaisement et à chercher des solutions pour s'y retrouver en fait, pour trouver des repères qui puissent dépasser les clivages et dépasser les contrastes dont on parlait et dépasser les tensions et faire en sorte que on puisse vivre partout et qu'on puisse se sentir à l'aise partout et que finalement on se détache simplement d'un seul territoire pour pouvoir trouver la paix et comment dire, la cohérence où qu'on soit, quoi. Ça, c'est un peu le thème de la deuxième partie. Et puis la troisième partie s'appelle Même destin. Et là, c'est vraiment la partie qui se veut la plus universelle parce qu'elle parle à tout un chacun, même si les deux premières parties aussi. Mais je pense que la troisième partie, c'est celle vraiment qui est l'accès à l'humanité et l'accès à cette chose qui nous relie tous, le cœur, la volonté d'être proche de ses proches, de prendre soin des siens, de trouver l'équilibre. Et quelle que soit notre origine, quelle que soit notre horizon, quelles que soient nos conditions de vie, là, il y a quelque chose qui dépasse la sphère politique et qui va vraiment dans le cœur voilà, de la spiritualité, de l'humanité telle qu'elle est vraiment unie, quoi. Donc, c'est un peu un chemin vers l'unité, ce livre qui s'appelle On est ensemble. Et en fait, on part d'une société vraiment très fragmentée ou d'un contexte très voilà, éparpillé, en même temps très tendu, où on ne comprend rien, où tout est flou, où tout est en truc, et qu'on aspire à quelque chose vraiment à la fois soi-même, de trouver l'unité intérieure et tu vois, voilà, la cohérence, et puis aussi avec les autres, voilà, de tendre la main à des gens peut-être avec qui on serait battu avant, et d'essayer de voir au-delà de nos conflits et essayer de trouver un petit peu un terrain d'entente parce que aujourd'hui on est dans un contexte tellement comment dire tellement tendu que je pense que notre mission en tout cas à chacun c'est d'arriver à apaiser les choses quoi. Rien par la guerre quoi. La guerre ça mène à rien et certes il faut avoir un esprit combatif mais le combat c'est pas forcément destructeur. Ça peut être un combat créatif, un combat qui construit des nouvelles voies, des nouveaux chemins, qui bâtit, être des bâtisseurs, ça oui, je suis d'accord. Et oui, voilà, imaginer, oui, mais détruire ou juste se battre, combattre, dire non pour dire non, ça m'intéresse pas. Et on est ensemble, c'est vraiment un message d'espoir, c'est un message d'unité, et ça s'adresse vraiment à n'importe qui en fait. Et bon, ça parlera peut-être en premier lieu aux banlieusards parce que ça, voilà, c'est là que j'ai grandi, mais voilà, je l'ai fait lire aussi à des amis à Dakar, etc., qui me disaient que ils n'avaient pas spécialement l'impression que c'était un livre pour les banlieusards. Ça leur parlait aussi. Ça leur parlait aussi, pas forcément spécifique au contexte français, ni même au contexte francilien, ni même au contexte de la Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est quelque chose que tu veux universel. Exactement. Tout à fait. Tu as parlé de Uni, justement. C'est un recueil de poèmes et tel que je te connais aussi un recueil de musique, puisque il y a aussi la musique dans tout ça et dans ta vie d'artiste. Donc là, c'est ton deuxième recueil, hein, puisqu'il y en avait déjà un qui était sorti. Exactement, qui s'appelait Toi aussi. Voilà. Et puis, je l'avais sorti via Amazon, via Kindle Publishing, la maison d'édition d'Amazon. Et là, en fait, on a souhaité avec des amis créer notre propre maison d'édition. D'accord. Capital Banlieue Édition et qui a pour objectif à la fois de suivre la fabrication du bouquin étape par étape. Le choix par exemple de l'imprimeur, pour nous c'était important de travailler avec des gens qui respectent le travail de ses employés. Donc là, on travaille avec l'imprimerie Grenier qui est à Gentilly, qui est une imprimerie militante qui appartient à ses employés, qui du coup les rémunère justement et qui respecte l'humain.
Et puis aussi, c'était l'idée de, euh, de permettre à des gens qui écrivent de pouvoir publier aussi et de donner vie à d'autres récits, d'autres écrits inspirants. Donc il y a d'autres amis là qui préparent leurs bouquins et qui sans doute. Donc, tu as oublié quand même de dire en début d'émission que tu es aussi un entrepreneur. Oui, voilà. Exactement, c'est vrai. Et là, on commence à rentrer dans Super Coaching Vibration. C'est vrai que je suis entrepreneur aussi. Bon, on a fondé avec des amis, à la base, c'était une asso qui est devenue une société coopérative, qui aujourd'hui emploie une trentaine de personnes, qui a implanté à Stein, on a développé une ferme, qui s'appelle la Ferme des Possibles. Et c'est aussi une entreprise qui fait de la logistique, qui fait du traiteur et de l'agriculture urbaine. Et c'est une ferme d'insertion, en fait. Donc, l'objectif, c'est vraiment pareil, de mettre plein de gens qui ont des horizons différents autour d'un même plan et d'une même assiette et de faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble, que ce soit des sociétés du CAC 40 ou que ce soit des personnes exilées ou éloignées de l'emploi ou voilà qui cherchent à faire partie aussi de la société. Donc c'est un peu ça l'idée. Et donc pour revenir au bouquin, ce deuxième bouquin, c'est la partie écriture. Et à côté de ça, il y a un an, avec le groupe de mon frère Gilles Bourguin, qui s'appelle Tout finira bien, le groupe, c'est un groupe jazz, on avait sorti l'album Sage Rage, qui est un album de slam et de jazz, du coup. Et là, je suis en train de préparer avec le vibraphoniste du groupe et sans doute mon frère aussi, des soirées de lancement du, du livre On est ensemble, ponctuées, donc des lectures de On est ensemble, ponctuées de chansons issues de l'album Sage Rage. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux et je vous donnerai, j'espère, rapidement des dates pour convier à des lectures. Très bien. Et alors, raconte-nous un peu la vie d'entrepreneur. C'est quoi dans ta vie? C'est quoi pour toi? Alors, Et où est-ce que tu as envie d'aller là avec ta maison d'édition, dis-nous? alors en fait, là, comme statut, j'ai un statut d'auto-entrepreneur. Activité à la base qui était une activité complémentaire de mon statut de professeur, enfin de fonctionnaire. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que l'écriture et tout ce qui tourne autour des mots prend une importance capitale dans ma vie. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui me prend de plus en plus de temps et de plus en plus d'attention. Et là où je veux aller, c'est pouvoir vivre de mes écrits, pouvoir vivre de ma passion pour les mots, ce que je fais déjà. En fait, j'en vis au sens de ma passion depuis longtemps. Et là, j'en vis matériellement depuis quelques années. Et si un jour il arrivait que je doive quitter l'éducation nationale pour me consacrer à 100% à ça, peut-être que ça se fera. C'est pas au programme pour l'instant parce que je suis bien aussi dans l'enseignement et que je me plais bien dans ce métier-là. Mais je me ferme aucune porte, quoi. Donc je me dis que j'irai là où les portes s'ouvrent et en fait plus ça va, plus les portes s'ouvrent. Donc tant mieux. Et je j'ai pas spécialement de plan, si ce n'est plein d'envies, plein de projets et des choses qui vont naître. Voilà, j'ai d'autres projets de bouquins qui sont déjà sur le feu. J'ai un autre album en préparation. Donc ça, c'est pour la partie artistique. Et puis pour la partie l'entrepreneuriat, pour moi, je le vois plus comme un support aux activités artistiques. C'est-à-dire quelque chose qui permet de faire vivre les rêves et de nourrir les rêves et de les réaliser, quoi. De se donner les moyens de transformer les rêves en réalité. C'est pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est aller chercher des solutions que personne ne viendra nous donner, aller chercher des solutions, les construire telles que on peut le faire par nous-mêmes, même si c'est pas aussi parfait que ce qu'on aurait imaginé, même si c'est étape par étape, et même si avant de construire une belle villa, on a un petit chez nous. Bah, Est-ce que tu penses qu'un entrepreneur pense à une belle villa? non, mais là, c'était plus une métaphore de me dire que voilà, avant que ça se construise une belle villa, on fait des fondations. On a l'impression que ça, c'est un chantier tu vois, où il n'y a rien. Et puis, au fur et à mesure, on construit étape par étape, quoi. Tout à fait. Donc, ça, quoi,
Ouais, pour moi, voilà, pour moi, un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui se C'est un bouge. constructeur, c'est un Voilà, c'est ça, bâtisseur. c'est un constructeur, un bâtisseur, quelqu'un qui se bouge, qui essaye d'aller chercher euh, ce que, ce que, ce qu'il peut aller chercher. Mm. Et en même temps, moi, je suis vraiment pas dans la vision d'être successful, d'être meilleur que les autres ou d'être, comment dire, le self-made man, genre qui est le modèle du mal alpha ou de Galet. Ça va, Galet? Excusez-moi, là, je passe un petit bonjour à mon ami. Il va chercher la guitare. Magnifique. Voilà, et voilà, pour moi, voilà, l'entrepreneur, le sens d'entreprendre, c'est vraiment très large. Et dès lors que tu fais des projets, dès lors que tu te, tu te mets en mouvement pour faire vivre ces projets, tu es un entrepreneur. Tout à fait. Tout à fait. Que ce soit dans le social, dans le financier, peu importe. Tout à fait. Et avec tout ce parcours, je pense que tout le monde se pose la question, mais tu dors quand en fait? Moi, on me pose très souvent la question, donc là, j'ai enfin quelqu'un devant moi où je peux dire vas-y. Ah bah, c'est dormir. D'ailleurs, en ce moment de me coucher plus tôt qu'avant. En fait, avant, j'avais tendance à travailler la journée, à rentrer chez moi, m'occuper de ma petite famille et quand on était couché, de recommencer Une seconde voilà, une journée. deuxième journée. Mais ça, en fait, c'est pas forcément le bon rythme parce qu'au bout d'un moment, c'est épuisant et puis on commence à en voir les séquelles physiques, etc. Donc là, j'essaye plus de mieux m'organiser dans la journée et de faire un petit peu chaque jour plutôt que de me faire des grosses sessions où j'essaie de Mhm. et quoi. Donc c'est plus une réorganisation pour essayer de faire un peu et puis de me dire vaut mieux faire un peu et finir plus tard que de vouloir tout faire et de sacrifier des choses très importantes quoi. Le sommeil c'est quand même très important et Mm. c'est vrai que je m'étais habitué à dormir peu et là j'essaie de voilà d'être De équilibré un peu profiter des... d'essayer de me baser sur des trucs simples quoi la Mm. nourriture le sport le sommeil je crois que c'est les trois piliers vraiment Mm. capitaux et cet été j'ai essayé de faire un peu plus de sport que d'habitude là ça faisait longtemps que j'avais délaissé ça et bon là la rentrée ça m'a tellement tabassé que, que le sport est T'as même pas eu le temps de faire tes résolutions. exactement mais déjà le sommeil là j'essaie d'équilibrer quoi. Ah oui, non, là, je crois que cette année, personne n'a eu le temps de faire quelques résolutions que ça. C'est parti, piouf, comme une bouteille qui fait pchut. D'ailleurs, on est déjà au mois d'octobre, hein, Ah on est déjà fin octobre. Donc, euh, donc ça va vite, ça va très, très vite. c'est clair. Alors, dans tous ces moments, dans tous ces moments on va dire, de travail, dans tous ces moments d'inspiration, euh, dans toute cette période de ta vie qui remonte, j'imagine, à l'enfance, est-ce que t'as croisé des coachs, des mentors qui Bah, t'accompagnent ou qui t'ont accompagné? ouais, les premiers mentors, ça a été mes parents. Mhm, Ensuite, mon grand frère aussi, ma grande mhm. sœur. Mon grand frère aussi du point de vue musical, du point de vue... voilà, il m'a appris beaucoup de choses. Hein. Moi, vraiment, c'est peut-être après mes parents, celui qui m'a le plus, comment dire, forgé sur plein de plans. Dans Sachant plein de que choses. toi, tu es le plus petit, hein? Voilà, c'est ça, Mm. je suis le petit dernier. Lui, il a 9 ans de plus que moi, donc quand il était petit, ça faisait vraiment une grosse différence. Et bon, Mm. là, maintenant, on continue à créer ensemble. Bah Tous oui, nos c'est projets artistiques, formidable. on a toujours été liés, quoi. Mm. C'est-à-dire, ces deux albums, parce que lui, son groupe de Finira Bien, c'est un groupe de chansons jazz. Donc, ces deux premiers albums, on avait écrit ensemble. Moi, sur mes albums hip-hop que je faisais auparavant sous le nom de Samba, il était il composait certaines musiques aussi. Donc voilà, on a toujours été liés. Donc ça, je dirais, c'est un mentor. Après, j'ai eu aussi d'autres mentors, voilà, des amis que j'ai rencontrés au fur et à mesure qui m'ont marqué à la fois par